Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction, vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Aujourd'hui, eh bien, nous allons faire connaissance avec Daher Ahmed Farah, qui est le président du Mouvement pour le Renouveau Démocratique, une des principales forces d'opposition de Djibouti. Il est également porte-parole de l'Union pour le Salut National. Daher Ahmed Farah, bonjour. Bonjour. Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes un des acteurs majeurs de la scène politique djiboutienne. Vous présidez le Mouvement pour le Renouveau Démocratique. Vous êtes également le porte-parole de l'Union pour le Salut Public, l'USN. Je parle sous votre contrôle, évidemment. Salut National. Salut National. Voilà. Alors, on va faire connaissance parce que c'est le principe, je dirais, de notre émission Conviction, c'est d'essayer de voir quel est l'homme qui se cache derrière la fonction. Alors, si vous le voulez bien, on va parler de votre jeunesse, de ce premier frémissement de l'engagement politique, au-delà du fait, évidemment, que vous avez suivi des études. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez fait Saint-Cyr. Alors, pourquoi ce choix et qu'est-ce qui vous a déterminé précisément ? Merci. Je suis donc Daher Ahmed Farah, ce qui signifie Daher, fils d'Ahmed, lui-même fils de Farah. Il n'y a pas de nom de famille chez nous. Ma mère est Amina Iye Doubad. Je suis issu d'une famille nombreuse et modeste de 14 enfants, dont 6 sont décédés en bas âge. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Djibouti-Ville. Puis, sur concours, je me suis engagé dans l'armée djiboutienne, où j'ai suivi une formation d'officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à la rentrée de 1983. Je suis rentré au pays pour travailler quelques années dans l'armée djiboutienne. Puis je suis pas quelques années, pour un stage de 7 mois en fait. Puis je suis revenu en France pour suivre mes études en gestion à Reims, en Champagne-Ardenne. Je suis retourné au pays où j'ai servi dans l'armée pour quelques années. J'ai démissionné de l'institution militaire en janvier 1991 parce que j'étais en désaccord avec le style des commandements en cours. Et je me suis tourné vers le journalisme. J'ai été pigiste au journal La Nation, organe de presse unique du pays à l'époque. Vous en avez été même brièvement rédacteur en chef. Tout à fait. J'en suis devenu rédacteur en chef pour quelques mois, de janvier 1992 à septembre 1992. Cela n'a pas été facile parce que il fallait se conformer à la ligne éditoriale qui consistait qui était plutôt pro-pouvoir, on va dire. Pro-pouvoir, il fallait être la voix du maître. Bien sûr. Et ce qui ne me convenait pas, parce que j'estimais que ces services publics, puisqu'il s'agit d'un service public ayant pour mission d'informer les Djiboutiens et fonctionnant avec le denier public, et il n'avait pas à plaire au prince. Est-ce que c'est votre premier acte politique en fait, avec le recul? Non. La politique, je crois qu'elle m'a toujours habité. Aussi loin que je remonte, la politique m'a toujours habité. Déjà à l'école, déjà en collège, j'étais parmi les meneurs. J'ai toujours été sensible à ce qui m'entoure et donc à la vie collective. Donc là, mon engagement politique ne date pas en réalité de cette époque-là. J'ai eu des activités associatives. J'ai toujours eu un regard critique sur la gestion de la chose publique. Et puis en septembre 1992, avec d'autres, nous avons fondé le premier parti d'opposition légalisé depuis l'indépendance, le Parti du Renouveau Démocratique, dont le président fondateur, aujourd'hui décédé, était M. Mohamed Diama El Abbé, ancien ministre du gouvernement et personnalité politique de premier plan. Il y a aussi Souleymane Farah Lodo. Tout à fait. C'est le cofondateur ou bien? Cofondateur, oui, tout à fait. C'était les seconds ministres, parce qu'ils étaient l'un et l'autre ministres du gouvernement du défunt président Hassan Goulet Aptidon. L'un et l'autre ont démissionné pour protester contre la logique des guerres, parce qu'il y avait une guerre civile à l'époque. C'est dans un contexte de guerre civile que notre parti est né. Et le régime favorisait une logique de guerre contre une logique de dialogue prônée par des personnalités de paix telles qu'El Abbé, Souleymane Farah, nous et d'autres. Et donc ils ont démissionné, ils ont eu le courage de démissionner
Et ensemble, nous avons créé ce parti d'opposition. Mais le PRD a été précédé d'un mouvement éphémère qui s'appelait Mouvement pour la paix et la réconciliation, et qui a existé de février-mars 1992 à septembre 1992. Septembre, c'est la date de création du PRD. Bien sûr, mais il vous a fallu que 5 ans pour devenir le président du PRD, en 97. J'étais coréen dans la lutte, je l'avoue. Je n'avais pas de titre particulier, j'étais le numéro 2 de la commission de communication, mais je m'occupais dans le fait du cabinet du président, de l'animation des fédérations. J'avais beaucoup d'énergie, j'étais plutôt jeune, j'avais beaucoup d'énergie et j'étais très impliqué. Et c'est peut-être ce qui explique qu'après le décès du président fondateur, en novembre 1996, il y a une période d'intérim assurée par le premier vice-président du parti, M. Mohamed Ahmed Kassim, dit Haïsama. J'ai été porté à la tête du parti de manière tout à fait démocratique en juillet 1997 par les militants. Je n'étais pas le plus âgé des dirigeants du parti, j'étais même parmi les plus jeunes, mais j'ai été désigné, les militants m'ont dit on va vous élire à la tête du parti, acceptez, et je n'ai pas eu le choix, je l'ai accepté. Je n'ai pas demandé je ne me suis même pas porté candidat, je n'étais pas candidat à la direction du parti. En tout cas, 3 mois après, en octobre, voilà. Vous êtes emprisonné. Alors on peut se poser la question, le parti a été fondé quelques années plus tôt, mais le motif de votre arrestation, c'est que le PRD est illégal. Tout à fait. Voilà ce qui s'est passé. Peu après le décès du président fondateur, le régime a décidé de nous décréter illégal, de décréter le parti illégal. Parce que le parti était devenu un parti puissant, un parti de masse, avec une implantation nationale. Des élections se profilaient à l'horizon. La seconde élection législative dite pluraliste devait avoir lieu en décembre 1997 et il fallait nettoyer la place. Le PRD a donc été décrété illégal, une poignée de militants ont été retournés et ont été reconnus en lieu et place du véritable PRD. Nous avons protesté contre ce hold-up, il faut appeler les choses par leur nom. Cela m'a valu mon arrestation. Premier séjour en prison au début, 97. 3 semaines. En 97, c'est la première fois. La première fois. À la prison centrale. Je ne parle pas des commissariats des polices et autres brigades de gendarmerie, mais en prison, c'était mon premier séjour. Mon premier séjour, donc au mois d'octobre 1997, du 12 octobre au 30 à peu près, je crois, en 97. Il y avait également, il m'était reproché de diriger un parti de manière illégale, ce qui était tout à fait faux, de diriger et d'être le rédacteur en chef d'un organe de presse, c'était le bulletin du parti, le Renouveau, qui aujourd'hui encore détient le record de longévité à Djibouti, puisqu'il a fonctionné, il a paru d'octobre 1992 à avril-mai 2007. Et d'organiser des manifestations illégales. En fait, c'était des manifestations de protestation contre ce retrait de reconnaissance, ce retrait illégitime et illégal de reconnaissance à notre parti. Alors, il faut peut-être rappeler pour ceux qui nous suivent que Djibouti a accédé à la souveraineté internationale le 27 juin 1977. Depuis 1999, votre pays est présidé par Ismaël Omar Guelleh, qui est le président. Nous reviendrons sur lui tout à l'heure. Alors, nous parlons de votre première arrestation donc en octobre 1997, mais 2 ans après, rebelote. Vous êtes encore arrêté en 99, en 2001 pour, d'après les motifs, propagation de fausses nouvelles, en 2003. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes vraiment dans le bon? C'est-à-dire, est-ce que le combat mérite d'être poursuivi? Est-ce que vous bénéficiez d'un soutien de vos proches, de vos militants, à l'extérieur? Comment les choses se passent à ce moment-là? Oui, c'est vrai que le pays a accédé à l'indépendance en 1977 et de 1977 à 1992, il n'y a pas de constitution à Djibouti. Le pays est dirigé sur la base de 2 lois et d'une ordonnance et tout le pouvoir sont concentrés, les 3 pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif sont concentrés entre les mains du parti unique et de son chef.
C'est en 1992 que la première constitution voit le jour, suite à une guerre civile et suite à la pression politique de l'opposition civile. Il y a eu un effort conjugué donc de part et d'autre. Et alors, je n'ai jamais vraiment douté de la justesse de mon combat et je ne me suis jamais découragé. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être soutenu par ma famille, ma mère qui est une personne âgée aujourd'hui, qui vit encore. Mon père est décédé en 1985 à l'âge de 50 ans. Mais ma mère vit encore et elle me soutient. Elle est au moins aussi militante que moi. Inquiète quand même. Quand on voit son fils arrêté, c'est pas facile. C'est sûr que les persécutions dont je suis victime l'affectent. Mais elle n'a jamais varié. C'est ça qui est formidable avec elle. Elle n'a jamais varié. Elle m'a toujours encouragé à poursuivre la lutte. Bon, je tiens beaucoup d'elle d'ailleurs. Il en va de même pour mon épouse et mes enfants qui m'ont toujours soutenu. Il y a, c'est vrai, ces soutiens de l'entourage, mais personnellement aussi, j'ai toujours cru à ce que je fais. J'y crois toujours. Il faut que ce pays change. Il faut un minimum de démocratie dans ce pays. Il faut une bonne gouvernance. Il y a de la place pour tout le monde. Ils ne sont pas nombreux à Djibouti. Djibouti, c'est moins d'un million. Moins d'un million d'habitants. Voilà, sur 23 000 km², un pays qui a du potentiel, qui a des atouts, qui peut facilement offrir à sa population une vie décente et une liberté. Donc il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement, par la volonté d'un homme et de son entourage. En tout cas, en 2003, vous décidez de quitter Djibouti. Vous venez vous installer en Belgique. Le combat, vous êtes habité par ce combat. Alors, vos relations avec le parti, en tout cas la base du parti qui reste à Djibouti, comment ça se passe? Est-ce que vous gardez toujours la main? Comment se passe la communication? Bref, est-ce que votre départ de Djibouti affaiblit d'une certaine manière l'appareil du parti, ou est-ce qu'au contraire, vous utilisez Bruxelles comme d'une tribune ou d'une base arrière pour justement faire avancer vos idées? Voilà ce qui s'est passé. En 2002, nous avons réussi à faire relégaliser notre parti sous l'appellation du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement. Le changement de nom le changement de nom est intervenu à cette période. Cela a été rendu possible par la fin d'une période de 10 ans durant laquelle il ne pouvait pas y avoir 4 partis à Djibouti. C'était un multipartisme limité à 4. Et cette période a pris fin donc en septembre 2002, ce qui a permis un multipartisme intégral qui, sur le papier, existe encore à Djibouti. Nous avons ensuite créé une nouvelle coalition, l'Union pour l'alternance démocratique, avec 3 autres partis d'opposition, dont l'Alliance pour l'Alliance républicaine pour le développement du regretté Ahmedine Ahmed, ancien chef du mouvement armé du Frud. Nous avons participé aux élections législatives. Nous avons été crédités de près de 40% du suffrage universel, mais avec 0 député à l'Assemblée nationale. En raison du mode de scrutin majoritaire des listes. Apparemment, on vous a attribué un nombre de sièges à l'avance. Non, pas en 2003. D'accord. Parce c'est après. Pas en 2003. En 2003, nous avons été crédités de près de... Bon, nous estimons, à raison, que nous avons gagné ces élections. Mais le régime nous a crédité de près de 40% de l'ensemble du vote. Mais sans les moindres députés à l'Assemblée nationale, parce que, selon les mots de scrutin à l'époque en vigueur, il suffisait d'avoir une voix de plus pour rafler tous les sièges. Et le régime s'est arrangé pour, dans toutes les circonscriptions, avoir des voix en plus, par la fraude, naturellement. Donc j'ai fait de la prison encore, et à ma sortie de prison, j'ai dû quitter le pays parce que je craignais, il y avait de bonnes raisons de craindre pour ma vie. Pour 10 ans quand même. Hein. Pour 9 ans, oui. 9 ans, voilà. En fait, j'ai quitté début 2004. J'ai quitté Djibouti en janvier 2004 et je suis donc resté en exil ici en Belgique jusqu'en janvier 2013. Tout à fait. Pendant cette période, les contacts étaient suivis avec la base et le reste de la direction du parti à Djibouti. J'ai pris mes dispositions pour que les journaux du parti, qui était un hebdomadaire, le Renouveau, puisse continuer de paraître. En fait, je l'animais depuis Bruxelles.
grâce à Internet, et donc il paraissait sur place en version papier. Les sites étaient bloqués, mais la version papier pouvait circuler. Et puis le téléphone et les possibilités Mais vos partisans sur place ne sont pas inquiétés par les services de sécurité. Il faut rappeler que Ismaël Omar Guelleh a dirigé pendant très longtemps les services de renseignement avant son accession au pouvoir en 1999. Si, le harcèlement a continué, mes camarades qui sont restés là-bas ont été régulièrement inquiétés, arrêtés, détenus. Il y a eu des descentes policières dans nos sièges, à mon domicile, au domicile familial. Du matériel nous a été saisi, qui ne nous a jamais été rendu à plusieurs reprises. Ah non, ce n'était pas la vie tranquille. Mais il fallait continuer. En tout cas, en 2013, en février, vous vous présentez sous la bannière de l'Union pour le salut national. Alors, peut-être nous donner un peu la genèse de l'USN. Donc, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs partis d'opposition djiboutienne. Tout à fait. C'est la coalition des partis djiboutiens d'opposition. Tous les partis djiboutiens d'opposition sont regroupés sous cette bannière. Elle est née en janvier 2016. Je suis rentré, moi, le 13 janvier 2013. Oui. Et quelques jours après, nous avons fondé cette coalition, l'Union pour le salut national. Nous avons ensuite participé aux élections législatives du 22 février 2013, que nous avons gagné à hauteur de 80%. Le régime ne nous en a reconnu que 20 sièges. 10 sièges. 10 sièges. 80%, c'était 55, mais nous avons dit, nous avons gagné 52 sièges d'après nos calculs, qui sont assez justes puisque le régime n'a jamais pu le refuter. Et le régime a considéré que nous n'en avions gagné que 10. Et vous siégez à l'heure actuelle ? Oui, les députés de l'opposition siègent, mais... Pourquoi ne pas avoir boycotté, tout simplement Nous l'avons fait en fait. Lorsque le résultat fraudulé ont été annoncés, nous avons protesté, nous avons boycotté l'Assemblée nationale. Il y a eu une crise post-électorale qui a perduré jusque-là, elle n'est pas réglée. Hein. Il y a eu des protestations, des manifestations, des arrestations. J'ai encore été arrêté. J'ai été arrêté ou assigné à domicile pas moins de 20 fois depuis mon retour d'exil au pays. Entre 2013 et 2014. J'ai été emprisonné à Gabod, qui est la prison centrale du pays, 6 fois. De sinistre réputation. Voilà, de sinistre réputation, tout à fait. Il y a d'ailleurs un observatoire, il y a un rapport coécrit par Maître Bautier, qui est belge, sur cette prison. Une mission de l'Observatoire international des prisons est venue à Djibouti en 1999. Il en faisait partie. Un rapport accablant a été produit sur la prison de Gabod. Et il y a eu un dialogue qui s'est ouvert en août 2013 et qui a connu de hauts et des bas. Est-ce qu'une partie de l'opposition a répondu favorablement à ce dialogue ou est-ce qu'il y avait des tensions entre vous déjà ? Non, nous y avons répondu en bloc en fait, dans l'unité. D'ailleurs, nous étions demandeurs de dialogue parce que nous pensions que qu'il fallait apaiser la situation et régler le problème par les dialogues. Et au final, qu'est-ce que ça donne ? Et au final, cela a donné un accord cadre signé en décembre 2014, qui comporte 2 grandes parties. Une partie que nous appelons question immédiate et qui a pour objet de traiter les conséquences de la répression post-électorale. Et il s'agit par exemple d'amnistier les gens qui ont été condamnés, de rétablir dans leurs droits les personnes qui ont été licenciées ou suspendues, de rétablir dans leurs fonctions et mandats les élus locaux qui en ont été écartés, d'arrêter le harcèlement de l'opposition. Mais aucune offre de participation à un gouvernement d'union nationale, par exemple. Nous ne sommes pas demandeurs de participer au gouvernement parce que nous voulons qu'il y ait d'abord de réformes démocratiques. Est-ce que ce n'est pas contre-productif puisque en étant dans le système, vous pouvez le combattre de l'intérieur, par exemple ? Mais s'il n'y a pas de réforme démocratique, non, le régime est verrouillé. L'espoir de le faire évoluer de l'intérieur est nul. Le régime est verrouillé. Alors précisément, et c'est en tout cas la question que je souhaitais vous poser, quels sont vos rapports avec Ismaël Omar Guelleh aujourd'hui ?
Le rapport de l'opposition, pas seulement moi je n'ai pas de rapport particulier avec le président. Vous le connaissez personnellement? Vous l'avez déjà rencontré? Oui, mais il m'est arrivé de le rencontrer. Je ne suis pas un familier du chef de l'État, mais je le connais. Djibouti est un petit pays où tout le monde connaît à peu près tout le monde, donc je le connaissais déjà avant qu'il ne devienne président de la République ou même chef des cabinets. Du temps de ma jeunesse, je le voyais circuler dans la capitale. Il était à l'époque policier, c'était du temps de l'administration coloniale. Tout à fait. Oui, et je les connais, mais le rapport, nous traitons avec les présidents en tant qu'opposants. Nous restons unis dans ces négociations et nous traitons avec lui et son gouvernement en tant qu'opposants dans l'unité. Et ce que nous voulons, ce sont des réformes démocratiques. Et il faut que la situation qui a entraîné la crise post-électorale qui perdure aujourd'hui, il faut que les causes soient traitées, qu'il y ait une commission électorale nationale indépendante, il faut qu'il y ait un statut de l'opposition, que l'opposition puisse avoir accès aux médias, puisse créer ses propres médias, que les droits de l'homme soient respectés, que les libertés fondamentales soient aussi, etc. Quelqu'un qui a quand même, il faut bien le dire, modifié la Constitution pour se représenter en 2011 pour la troisième fois, est-ce que quelqu'un qui a ce schéma-là, est-ce que vous pensez qu'il est dans une disponibilité d'esprit d'accéder à vos revendications, par exemple? C'est bien difficile, je l'avoue, c'est bien difficile. Et en nous engageant dans ces dialogues, nous étions conscients d'avoir affaire à quelqu'un de difficile, habitué au verrouillage, habitué à pétri des cultures de parti unique, et pour qui ouvrir la vie politique, c'est prendre des risques inconsidérés. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultat de ces négociations politiques que nous avons engagées avec le pouvoir. À la fois, qu'il s'agisse de questions immédiates ou de réformes démocratiques, il n'y a pas encore de résultats concrets. D'accord. C'est toujours en cours, ça traîne à longueur, et les Djiboutiens s'impatientent. Et j'avoue que c'est difficile, tout cela est bien difficile, mais les gens sont déterminés, les Djiboutiens et les opposants sont déterminés à faire valoir leurs droits. Alors précisément, et nous allons en terminer par là, Daher Ahmed Farah, quelle est votre vision de Djibouti pour demain? Si vous êtes en situation, si vous êtes en capacité de diriger ce pays, comment le voyez-vous? Djibouti, je le vois uni, je le vois prospère, je le vois fraternel en tant que pays, fraternel, je le vois bien géré, je le vois valorisant et exploitant ses atouts, pas seulement sa position géostratégique privilégiée qui attire tant de monde, mais aussi ses autres atouts, son potentiel touristique, ses ressources naturelles. À Djibouti, il y a la mer, il y a le soleil, il y a le vent, il y a des ressources minérales, il y a un capital humain formidable, il y a une jeunesse qui ne demande qu'à travailler, à aller de l'avant. Et il y a un arrière-pays immense. L'Éthiopie, c'est 80 à 90 millions d'habitants et nous sommes les ports naturels de ces pays. Pas moins de 80% du trafic éthiopien transite par Djibouti. Cela donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque à Djibouti, c'est la bonne gestion. Il faut mettre l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut de la justice sociale, il faut de la liberté, un cadre démocratique. Il nous faut mettre les conditions d'un développement durable. Une fiscalité attractive, de l'énergie et de l'eau, une main-d'œuvre qualifiée, une sécurité juridique et judiciaire. Une politique extérieure équilibrée avec à la fois avec les pays de la région et avec le reste du monde. Alors précisément, vous parlez de politique extérieure. La France dans tout ça, est-ce un partenaire ou est-ce plutôt une ancienne puissance tutélaire qui continue de s'ingérer dans les affaires de votre pays? La France est une puissance, bon, c'est l'ancienne puissance coloniale, mais c'est un partenaire de développement à la France. C'est à nous, Djiboutiens, de savoir tirer profit de nos relations avec la France. Si la présence française n'a pas profité au développement de Djibouti comme elle devrait,
c'est moins de la faute de la France que de la faute du régime, parce que les gouvernants djiboutiens ont failli. La France a des intérêts à Djibouti, Djibouti a ses intérêts. À nous de faire en sorte que ces intérêts convergent et que ce soit un win-win, comme on dit en anglais, du gagnant-gagnant. Voilà, donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les gouvernants djiboutiens ont failli. D'accord. Alors nous terminerons par un petit clin d'œil. Vous êtes l'auteur de Splendeur éphémère. Hein. Vous êtes l'auteur du premier roman djiboutien francophone. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre en 1993 c'est vrai que Splendeur éphémère à Paris en 1993 à Paris, j'ai l'air Vous aviez 31 ans. Voilà, j'étais plutôt jeune. J'ai quelques passions, donc outre la politique, l'écriture me passionne, même si mes activités politiques me laissent très peu de temps. Et j'ai publié aussi de nouvelles, j'ai quelques textes inédits que je publierai peut-être un jour. J'ai une autre passion, c'est l'éducation. J'adore l'éducation parce que c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue, c'est là où la société se forge et c'est là où l'avenir aussi prend forme. D'ailleurs, j'ai repris mes études durant mon exil et j'ai obtenu un master en sciences sociales à l'université de Lille, pas loin d'ici, en Belgique. Et je me suis engagé dans une thèse au carrefour des sciences de l'éducation et des sciences politiques sur le thème du rapport savoir-pouvoir. Thèse qui est toujours en cours et que j'ai dû suspendre pour 1 an ou 2 du fait de mes activités politiques. Donc voilà, c'était une autre passion à laquelle vous avez les encouragements de Radio Mboté, d'Aher Ahmed Farhat. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour le renouveau démocratique et porte-parole de l'Union pour le salut national. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup, messieurs les journalistes.